Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons nous intéresser aux bases de données dans AWS. Et pour cela, nous allons nous intéresser particulièrement au service qui va mettre à disposition les bases de données dans AWS. Il s'agit d'AWS RDS pour Relational Database Service. En gros, c'est un service de type PaaS, c'est-à-dire que les bases de données sont déjà installées sur un système d'exploitation et vous n'avez qu'à consommer ces ressources-là. Le cloud provider va s'occuper des correctifs, des mises à jour, des sauvegardes, des réplications, des récupérations ponctuelles, etc. Donc, vous n'avez rien à faire à ce niveau. Alors, vous avez plusieurs offres de bases de données AWS RDS. Vous avez des offres propriétaires comme par exemple Oracle et Microsoft SQL Server. Et vous avez les offres qui sont populaires et open source comme MySQL, MariaDB et PostgreSQL. En ce qui concerne l'administration de vos bases de données, sachez que vous pouvez administrer vos bases de données via cette console ou encore via AWS CLI ou via des appels API. Alors, est-ce que vous savez d'ailleurs ce que c'est qu'une base de données? Enfin, à quoi ça sert une base de données, puisqu'on parle de base de données? Une base de données sert à stocker des données. Donc forcément, nous avons la notion de persistance de données, de disponibilité de données. Donc, en choisissant de stocker vos données dans le cloud via le service AWS RDS, vous avez donc l'avantage que vos données seront répliquées, sauvegardées et en cas de perte de données, on peut restaurer les données. Donc c'est un avantage, ce qui signifie que si vous ne souhaitez pas vous embêter à mettre en place une base de données en on-premise et d'assurer la disponibilité des données, vous ne vous prenez pas la tête, vous achetez juste une base de données dans le cloud et vous êtes sûr que vos données sont sécurisées. Du moins, c'est ce qui est proposé dans le service, mais ce qui est sûr, c'est que quand vos données sont dans le cloud, enfin stockées dans les data centers, ils sont plus sécurisés qu'en on-premise. Parce que les cloud providers mettent beaucoup d'accent sur la sécurité. Très bien. Dans ce module, nous allons voir comment consommer une base de données en mode haute disponibilité. Comme vous avez compris, on n'a pas besoin d'installer une base de données. Bien sûr, si vous sélectionnez un service de type IaaS, dans ce cas, on peut installer des bases de données si notre infra nécessite une base de données. Mais en mode PaaS, les bases de données sont déjà fournies. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va travailler sur un service de type PaaS. Ok, et ce qui est donc intéressant, c'est que vu que les bases de données sont déjà disponibles, c'est bien de voir comment consommer cela en mode haute disponibilité. Très bien, c'est parti. Alors, ce que vous devez aussi noter, c'est que vous avez toujours la notion de zone de disponibilité. Donc, je peux créer, enfin même pas créer, je peux demander à ce que ma base de données soit en Europe, au Canada, etc. Donc, c'est une machine. Les zones de disponibilité, ce sont les data centers. Et du coup, votre base de données en réalité est installée sur une machine. J'insiste bien dessus. Ça veut dire que je choisis l'une de ces régions pour déployer ma base de données. Maintenant, la base de données doit être connectée à un front-end. Donc, nous avons la notion de front-end, back-end. La back-end, c'est la base de données. Le front-end, c'est le serveur qui héberge l'application, par exemple WordPress. Et du coup, si je dois installer un front-end et un back-end pour faire tourner une application, je dois mettre les deux machines dans les mêmes zones de disponibilité pour des raisons de performance déjà. Ok, donc ça c'est un petit rappel sur les zones de disponibilité et du coup nous allons créer notre première base de données. Pour ce faire, vous allez donc venir ici, vous avez compris que le service c'est RDS, donc je clique sur RDS et je vois la service de base de données relationnelles gérée. Voici les fonctionnalités principales. Donc vous avez un tableau de bord, base de données, éditeur de requêtes, performance, insight.
Je clique sur RDS. Et on arrive ici. Je peux cliquer sur créer une base de données directement ici ou je peux me placer ici pour aussi voir si j'ai déjà des bases de données. Si je n'ai pas de base de données, je vais cliquer sur créer une base de données. On va patienter. Très bien. Alors, vous avez le choix de la méthode de création de vos bases de données ici. Création standard, création facile et vous avez les différents moteurs ici. Donc, vous reconnaissez bien MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle et Microsoft SQL Server. Et pour terminer, nous avons Amazon Aurora. Vous avez vu que c'est placé d'ailleurs en premier ici, ce n'est pas pour rien. C'est une base de données relationnelle nouvelle génération qui a été développée par AWS, raison pour laquelle il se place d'abord en premier car la bonne charité commence toujours par soi-même. Alors, l'avantage de cette base de données, c'est qu'elle va offrir aussi des performances très élevées, de la haute disponibilité et elle a surtout été conçue pour évoluer automatiquement avec l'augmentation de la charge de travail. On parle ici d'évolutivité linéaire sans interruption du service. Donc, si vous cherchez une base de données qui va vous offrir ces performances-là ou alors ces services-là, sachez que Amazon Aurora fera l'affaire. Très bien. Donc, si je change comme ceci, on me donne directement les informations sur la base de données Aurora. Bon, c'est un peu décalé. Si je clique dessus, on va me parler de MySQL. Si je clique comme ceci, on me parle de MariaDB. Donc, toutes les informations sont ici. Et je vais vous laisser lire cela. Alors, pour ma part, je vais choisir MySQL. Et du coup, quand je choisis MySQL, on me dit limite, problème connu, vérifier les problèmes connus et limite. Donc, n'hésitez pas, cliquez dessus. Et ensuite, vous avez ici masquer les filtres. Show version, bon, je ne vais pas masquer, je vais voir la version de ma base de données. Donc, c'est un menu déroulant, ça veut dire que je peux choisir une version ici. Alors, c'est important parce que si vous voulez connecter votre base de données à un front-end, il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité. Donc, normalement, quand les développeurs créent une application, ils testent l'application. Donc, ils vont tester avec les différentes versions de base de données. C'est aussi ça qui est bien dans le cloud parce que lorsque les développeurs ont envie de tester des applications, voilà, ils viennent, ils déploient rapidement une base de données, ils connectent leur front-end au back-end et ensuite ils testent. Et on peut tester version par version rapidement. Parfait. Donc, ça, ce sont juste des filtres. Et ensuite, vous avez le modèle. Et je parlais d'ailleurs des tests. Donc, si par exemple, vous voulez un modèle de dev, test, ou alors un modèle de production, voilà, vous sélectionnez production, ça veut dire que la base de données sera créée pour être mise en production directement. Ici, si vous voulez tester une application, voilà, vous cliquez sur dev/test ici. Et pour nous, justement, les pauvres, nous sommes en phase de test et donc on va prendre l'offre gratuite. Si nous sélectionnons l'offre gratuite, nous n'allons pas bénéficier de certains paramètres, notamment les options de déploiement, donc toute la partie cluster de base de données multi-AZ, instance de base de données multi-AZ, instance de base de données unique. Par contre, vous avez ici le nom de l'instance de votre base de données. Vous avez l'admin de la base de données ici. Vous allez setter un mot de passe pour l'administration de votre base de données. Et ici, vous configurez la machine qui va accueillir votre base de données. C'est pour cela que je parlais ici d'un service de type PaaS. Parce qu'on installe en fait la base de données sur une machine. Mais nous n'allons pas prendre une machine, installer le système d'exploitation, etc. Non, on spécifie juste les performances de la machine ici. C'est tout. Le cloud provider gère toute la partie installation du système d'exploitation, mise à jour, etc., etc. OK. Et bien sûr, si vous installez une base de données, si vous utilisez une base de données, c'est parce que vous voulez stocker
des données. Donc forcément, pour le stockage, vous allez choisir, voilà, nous avons ici du disque magnétique, vous avez du SSD ici, avec la taille du stockage ici. OK. Et vous avez d'autres paramètres ici. Donc, ce n'est pas déjà mal par rapport à ce que propose l'offre gratuite ici. Ce qui m'intéresse dans ce module, c'est de faire de la haute disponibilité. Ceci dit, je vais sélectionner dev/test ici et je vais laisser par défaut cluster de base de données multi-AZ. Donc, créer un cluster de base de données avec une instance de base de données primaire et deux instances de base de données de secours accessibles en lecture. Chaque instance de base de données, alors je vais agrandir, se trouvant dans une zone de disponibilité différente, fournit la haute disponibilité et la redondance des données et augmente la capacité de traitement des applications en lecture. OK. Donc, il faut donner un nom à votre base de données, database, comme ceci, database. Je vais y arriver, titre mort, comme ceci. Alors, login, je vais laisser admin. Mot de passe, hop. Je confirme. Très bien. Ensuite, configuration de l'instance. Tous ces paramètres, je vais laisser par défaut. Donc, il suffit juste de venir sélectionner votre machine ici et regarder. Alors, faites attention aussi au prix. Alors, moi, je vais tester comme ça, mais je vais prendre la plus petite machine, hein, donc celle-ci. Voilà, ça me va. Et pour le reste des paramètres, je laisse par défaut. Donc, sachant que vous pouvez les changer, la taille allouée ici, c'est 400 Go. Vous avez le nombre des IOPS ici. Et pour le reste, mise à l'échelle automatique du stockage. On ne peut pas le faire. Si nous souhaitons faire l'auto-scaling vertical cette fois-ci, donc l'augmentation de la capacité des performances de la machine, notamment la capacité du disque, on vous dit activer la mise à l'échelle automatique du stockage. C'est non disponible pour les clusters de base de données multi-zones de disponibilité. Donc, l'activation de cette fonctionnalité autorisera l'augmentation du stockage une fois que le seuil défini sera dépassé. Alors, qui est capable de le faire? Je vais revenir ici et là, vous avez instance de base de données multi-AZ. Donc, créer une instance de base de données primaire et une base de données de secours. Donc, hop, je vais choisir comme ceci. Très bien. Donc là, il faut recréer certains paramètres ici. Donc, cela c'est resté. Et à partir d'ici, vous avez donc activé la mise à l'échelle automatique. Et vous avez le seuil ici. Donc, si ce seuil est dépassé, la taille du disque va augmenter. Attention maintenant au terme ici. Donc, le seuil ici, c'est 1000. J'ai défini ici 400. Donc, mon disque fait 400 Go. Au-delà de 400 Go, je peux monter jusqu'à 1000. Ça veut dire que si je ne règle pas bien ces paramètres, par exemple, ici, je vais mettre, on va mettre, mettons, 900. Hop. OK. La valeur minimale est de 100 Go. OK. Et j'arrive ici, j'ai 1000. Je vais mettre ici, on va dire 100. De toute façon, on vous dit, ça ne passe pas parce que ici, c'est 900 et là, c'est 100. Ça ne passe pas. Donc, si je mets 1000 ici, ça veut dire que je peux scaler de combien ici, là? 900 plus 100, ça fait 1000. OK? Voilà. Donc, essayez en fait de mettre des marches. Donc, ici, on va mettre, je vais mettre 100. Voilà, comme ça. Très bien. Ensuite, on peut aussi tester celui-ci. Donc, hop, je me place sur celui-ci. Instance de base de données unique. Créer une instance de base de données unique sans instance de base de données de secours. Donc, ici, il n'y a pas de haute disponibilité. Très bien. Ensuite, on va descendre et on a la partie connectivité.
Donc, ressources de calcul, on parle ici des EC2. Est-ce que je souhaite connecter ma base de données à une instance qui héberge un front-end, une application front-end, comme par exemple WordPress? Donc, si j'installe WordPress, j'ai besoin d'une base de données qui va stocker les informations ou alors les informations collectées sur le site. Et il me faut le front-end, donc la page web de WordPress, c'est ça le front-end. Donc d'un côté, j'aurai une machine qui aura le front-end et d'un côté, j'aurai une machine qui aura le back-end MySQL. C'est ça en fait. Donc vous avez le choix ici, ne pas se connecter à une ressource de calcul EC2 ou alors vous connecter à une ressource de calcul EC2. Dans ce cas, il faut créer la ressource EC2 et il faut du coup configurer le réseau. Donc si vous voulez configurer le réseau, à partir d'ici, on peut déjà créer notre VPC. Donc ce qu'on peut faire, hop, on va créer un VPC. Comme ça, on va sélectionner le VPC directement. Donc voilà, j'arrive ici, donc créer un VPC. Donc VPC et plus encore, hop, ça va donner ceci. Donc là, on va mettre génération automatique, hop. Je vais mettre ici db-test-vpc. Ok, tous les autres paramètres, vous connaissez. Donc, il nous faut au moins deux zones de disponibilité. Parfait. Pas de NAT. Pour l'instant, on ne parle pas du NAT. Et pour le reste, on laisse par défaut. Ok. Et voilà, ça donne ceci. Parfait. Ok. Et on a nos sous-réseaux. On a tellement parlé de ça que je pense que c'est déjà acquis. Hein. Et voilà, en plus, on crée encore un VPC ensemble. Donc, normalement, avec la répétition, ça sera acquis. Très bien. Une fois que le VPC est créé, donc on vient ici et donc vous actualisez ici pour que le VPC apparaisse. Voilà, le VPC y est. Et ensuite, vous avez toute la partie groupe de sous-réseau. Donc, créer des groupes de sous-réseau de base de données. On n'en a pas. Très bien. Nous avons créé un VPC. Et tout en bas, on vous dit groupe de sous-réseau de base de données. On vous demande de choisir un groupe de sous-réseau de base de données. Et on vous dit que le groupe de sous-réseau de base de données définit les sous-réseaux et les plages IP que le cluster de base de données peut utiliser dans le VPC que vous avez sélectionné. Donc, ça et ça, le lien, c'est en fait que on aura un nouveau sous-réseau et il faut que ce sous-réseau-là communique avec les sous-réseaux qui sont créés dans ce VPC. C'est pour cette raison que si on vient ici, on ne peut pas choisir l'un des sous-réseaux de ce VPC. Donc, c'est un nouveau sous-réseau que nous allons créer. On laisse donc ceci sur créer un groupe de sous-réseau de base de données. Alors, accès public, vous n'allez pas donner l'accès à votre base de données à tout le monde, à toute la terre entière. Donc, forcément, on va dire non. Même si vous avez un login et un mot de passe, vous n'allez pas mettre une base de données d'une application publique. Ensuite, vous avez les groupes de sécurité. Vous savez déjà à quoi c'est un groupe de sécurité. Alors, si je vous pose la question, le port d'écoute de la base de données de MySQL, c'est quoi? Le port écoute base de données MySQL, c'est le 3306. MySQL. Donc, il y a Internet pour ça. Donc, 3306, on doit voir ça quelque part. Donc, forcément, si je veux administrer ma base de données depuis l'extérieur, je dois autoriser les connexions entrantes vers ma base de données et le port à ouvrir, c'est le 3306, comme ceci. Donc, forcément, si je crée, c'est pour déjà créer une règle qui autorise le trafic entrant vers notre base de données. Dans le nom du groupe ici, configuration supplémentaire, donc on va cliquer sur créer ici, le port 3306. Donc saisissez le nom de votre groupe, on va dire Security Group, on va dire BDD, comme ceci. Quelle est la méthode d'authentification vers ma base de données? Authentification par mot de passe. Donc,
N'oubliez surtout pas ce mot de passe là. Et le login, ici c'est admin. OK. Ensuite, vous avez la partie surveillance des performances. Donc, cette partie sera pour surveiller votre base de données. Ensuite, vous avez la configuration supplémentaire ici. Options de base de données, nom de la base de données. Groupe de paramètres de cluster ici. Groupe d'options. Et paramètre très important qui est d'ailleurs activé par défaut, c'est la sauvegarde automatique. Période de rétention des sauvegardes, 7 jours. Vous savez ce que sont les périodes de rétention? Donc, les périodes de rétention nous permettent de stocker des données pendant une certaine période. Au-delà de cette période, les données sont automatiquement supprimées. Bien sûr, la sauvegarde est, on va dire, incrémentée. Ça veut dire que les sauvegardes il y a 7 jours sont écrasées, mais il y a de nouvelles sauvegardes. OK. Et vous avez la partie chiffrement. Donc, les données sont chiffrées ici et il y a une clé par défaut pour le chiffrement. Ensuite, vous avez l'exportation des journaux ici. Donc, je peux choisir par exemple journaux d'audit, journal des erreurs, journal général, etc. Et ici, vous avez un rôle IAM par défaut. Et vous avez la partie maintenance, etc. Donc, avec déjà ça, c'est pas mal. Donc, protection contre la suppression, on peut activer ce paramètre-là. Et lorsque je clique sur créer ma base de données, on va regarder la facture. Alors, hop. OK, donc là, j'ai un problème de syntaxe au niveau du nom. Hop, je vais rechercher rapidement. Hop, groupe de sécurité. Hop, hop, hop. Donc ici. Donc, on me dit que c'est pas bon. Voilà. Alors, ensuite, on me dit, votre requête de création du cluster base de données n'a pas fonctionné. Can create multi-zone because aren't enough subnet available. At least 3 subnets in different availability zones are required. OK, donc il me faut au moins 3 zones de disponibilité. Donc, ce que je vais faire, on va venir dans vos VPC. Je ne vais pas me prendre la tête. Et action, supprimer le VPC. Comme ceci. Hop, voilà. Et ensuite, je clique sur créer un VPC. On va faire comme ceci. Project, on va mettre test-dd-vpc. Comme ceci. Hop, on va mettre la 3. 3. Hop, OK. Et pour le reste, tout est bon. Donc, je regarde juste ici. Donc, personnaliser les zones de disponibilité. On aura ceci. OK. Donc, voilà, ça donne ça. Créer le VPC. C'est rapide, hein? Parfait. Donc, je reviens ici. Et on va aller dans VPC. On va cliquer comme ceci, actualiser. Et on a le nouveau VPC qui est là. OK. Et descend là, je crée ma base de données. OK, donc la création est en cours. Et vous avez vu que ce sont bien des instances, ce sont des machines virtuelles qui sont en train d'être créées. Donc nous avons la racine ici et voici les différentes instances. Et ces instances, ce sont en fait mes réplicas de mes bases de données. Très bien, donc on voit les moteurs ici, nous utilisons MySQL, le statut. Et on peut voir ici le processeur des machines, activité actuelle, maintenance, le VPC associé, les zones de disponibilité. Parfait.